Je viens de recevoir un nouveau patient. Les infirmières m'ont contacté en catastrophe en me disant: docteur, nous avons un patient aux urgences, il ne va pas bien, il est dans le coma. Et lorsque j'observe ses paramètres, il est vraiment dans une situation tragique. Si on ne se dépêche pas, il sera certainement trop tard. Ce patient s'appelle le Cameroun. Et aujourd'hui, il sera question de l'examiner. Pour poser un diagnostic. La tâche sera très difficile, raison pour laquelle j'ai préparé un peu de calories. Afin de mener ce combat qui sera très pénible. Étant donné que le travail sera très complexe, on va commencer par se nettoyer les mains. Lorsqu'on a un patient qui souffre d'une maladie aussi difficile, il est primordial de respecter les règles d'hygiène avant de commencer à l'examiner. Nous pouvons commencer. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit. Candidat numéro 1. Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Hagbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Iodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kumo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Tabin, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le 13e nom, Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Article 3. La présente résolution sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé le 26 juillet 2025 pour le conseil électoral, le président du conseil, Eno Abraham. Ce samedi 26 juillet, Election Cameroun, Elecam, a publié la résolution numéro 2025-012 portant publication officielle de la liste des 13 candidats retenus pour l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025. Il faut préciser qu'ils étaient 83 postulants au départ et après examen des dossiers, seuls 13 ont été jugés recevables. J'avais d'ailleurs publié une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'avoir 83 candidats pour une élection comme la nôtre, c'était quelque chose de particulièrement étrange. Et il faut bien noter que plusieurs figures politiques majeures, pourtant très attendues, comme le professeur Maurice Kamto, qui a été investi par le parti Manidem, ou encore le professeur Jean Baïbek,
de l'UPC ont vu leur candidature rejetée par le Conseil électoral qui rebat les cartes du scrutin, forcément, et attise déjà des tensions dans l'opinion publique. On peut l'observer notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux. Toutefois, la loi prévoit des voies de recours, naturellement, parce que conformément aux articles 129 et 131 du Code électoral, tout candidat, parti politique ou représentant du gouvernement peut assez simplement contester le rejet ou l'acceptation d'une candidature devant cette fois le Conseil constitutionnel, et cela dans un délai de 2 jours. Ça veut dire, étant donné que la liste a été publiée aujourd'hui, les candidats ont maximum 2 jours, c'est-à-dire jusqu'à lundi, pour pouvoir effectuer ce recours à compter de la date de publication officielle des candidatures, comme je le disais antérieurement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la contestation se fait par simple requête, en général par écrit. Et dans cette requête, il suffit simplement de préciser les faits et les moyens invoqués. Et le recours en lui-même, il n'est pas suspensif. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous faites un recours que cela est suspensif de ce qui a déjà été décidé par le Conseil électoral. Mais il doit être examiné dans les 10 jours suivant le dépôt. Et la procédure prévoit aussi en général l'information des parties prenantes, des parties concernées, et surtout la possibilité de présenter des mémoires de réponse dans un délai de 24 heures. Donc voilà un peu globalement présenter la situation à l'heure actuelle. Et en clair, la liste des 13 candidats validés n'est pas totalement définitive à l'heure actuelle. Donc à cette heure où je suis en train de réaliser cette vidéo, la liste pourrait encore être modifiée en fonction des décisions du Conseil constitutionnel dans les jours à venir. Donc voilà ce qu'il fallait préciser pour pouvoir situer tout le monde dans le contexte de la vidéo. Et dans cette émission que j'ai choisi d'appeler Chronique de campagne, je vais donc présenter chaque candidat un à un et proposer pour chacun une analyse complète dans le but de faire ressortir les forces de chacun, les faiblesses, analyser leur stratégie, ainsi de pouvoir rendre ce moment électoral particulièrement intéressant. Donc, dans ce premier épisode, je l'ai consacré à Monsieur Paul Biya, son Excellence Paul Biya, président en exercice depuis 1982, qui brigue un 8e mandat consécutif. Et dans cette chronique, je vais donc présenter les forces de ce candidat, ses faiblesses, les menaces, quelques opportunités. Et ce sera ainsi durant toutes les chroniques. Donc chaque chronique sera dédiée à un candidat. Chaque fois que nous allons avoir une actualité concernant les élections, concernant un candidat en particulier, notamment avec le recours qui va se faire au Conseil constitutionnel, je vais réaliser de nouvelles vidéos de mise à jour afin qu'on puisse suivre de manière progressive comment se déroule le scrutin. On va commencer donc par présenter le candidat. Après la présentation du candidat, je vais présenter ses forces. Après les forces, nous allons présenter les faiblesses. Après les faiblesses, je vais présenter les menaces. Après les menaces, nous allons conclure par les opportunités et je vais effectuer une sorte de conclusion pour présenter de manière globale et définitive le candidat en question. Ce sera fait pour chacun des candidats. Si un candidat s'ajoute après le recours au Conseil constitutionnel, je vais ajouter ce candidat dans une chronique qui va venir par la suite. Donc maintenant, je vais commencer par la présentation du candidat Paul Biya. Paul Biya, c'est le premier candidat par lequel nous allons commencer avec cette chronique de campagne. Il faut noter que Paul Biya, c'est le président du Cameroun depuis 1982. Une longévité qui est particulièrement inédite, qui en fait le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde. Ça, c'est un aspect qui est très important à relever. Et au cours de ces 7 mandats successifs, parce qu'il faut noter que depuis 7 élections présidentielles, Paul Biya a toujours gagné l'élection présidentielle. Il a présidé la transition du parti unique UNC au multipartisme. Au début des années 1990, il a remporté toutes les élections présidentielles
Il faut le noter. C'est un aspect qui est très important. Souvent à plus de 70% des suffrages depuis 2004. Et il a ainsi contribué à consolider son parti RDPC au pouvoir. Cependant, ces scrutins ont été entachés d'une abstention croissante et particulièrement élevée. Quand je parle d'abstention, il s'agit des personnes qui décident de ne pas aller voter, parfois même inscrites sur les listes électorales. On a un taux de participation qui est passé d'environ 82% en 2004 à 54% en 2018 et plusieurs allégations récurrentes de fraude électorale, notamment par l'opposition et des observateurs internationaux. Donc voilà un peu globalement présenté le candidat Paul Biya. Et au-delà de l'élection présidentielle, le renouveau national prôné par Paul Biya depuis plus de 40 ans a connu des réussites et bien évidemment aussi plusieurs difficultés, plusieurs challenges, notamment des crises sociales, la corruption, des conflits internes. Et dans cette première partie, je vais donc présenter dans un premier temps les forces de ce candidat. Parce que, comme je le disais, ce premier épisode permet de dresser de manière impartiale les mandats du président Paul Biya depuis 1982 jusqu'en 2025, en s'appuyant sur des faits vérifiables, sur des données électorales qui sont disponibles, afin de pouvoir le présenter de la manière la plus exhaustive possible. Comme je disais, dans la présentation, je commence par les forces, ensuite je présente les faiblesses, ensuite les menaces et enfin les opportunités pour conclure par la suite. Je vais le faire pour chaque candidat. Donc commençons par les forces du candidat Paul Biya. Parmi les 13 candidats retenus à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Paul Biya, c'est le seul qui incarne à lui seul l'appareil de l'État. Ça, c'est sa principale force. Ça veut dire l'histoire institutionnelle du pays, la diplomatie régionale, la richesse d'un réseau d'anciens et la maîtrise d'un équilibre interne assez puissant. Paul Biya, président depuis 1982, est un candidat qui a une force redoutable ou alors qui a plusieurs forces particulièrement redoutables. Il faut noter qu'à 92 ans, le président Paul Biya est aujourd'hui le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde. Ça, c'est la première force. Ça veut dire, en termes d'expérience, c'est une personne qui jouit d'une expérience particulièrement phénoménale. Plus de 43 ans d'années de règne, il a traversé toutes les époques, toutes les générations, toutes les crises, du coup d'État manqué de 1984 à la montée de Boko Haram, au conflit dans le Nozo. Qu'est-ce qui n'est pas passé durant le régime de Paul Biya? L'instauration du multipartisme dans les années 90. Il a connu les rouages de l'administration, même avant d'être président, mieux que quiconque. C'est quelqu'un qui a su anticiper sur des mouvements de ses adversaires, qui a su conserver un instinct particulièrement redoutable pour neutraliser toutes les menaces internes pouvant nuire à son pouvoir. Et il n'est pas seulement président, ça veut dire on est en train de parler là de toute une machine. Parce que beaucoup de personnes se trompent souvent en parlant de Paul Biya, comme s'il s'agissait d'un individu. Non. Dans les forces de Paul Biya, nous avons toute une machine de résilience politique carrément. Donc Paul Biya, ce n'est pas une personne, c'est peut-être une personne morale qui comporte tout un système très puissant. Et ses partisans aiment souvent le présenter comme le garant de la stabilité, bien que ce soit un fait à discuter. On va le voir dans les faiblesses tout à l'heure. Et en termes de tension interne, le Cameroun n'a connu ni coup d'État réussi, ni effondrement institutionnel particulièrement important sous son règne, et il a donc réussi à préserver, selon ses militants, l'unité d'un pays profondément divers, parce qu'il faut noter quand même que sur le plan ethnique, par exemple, linguistique, religieux, le Cameroun est un pays qui est particulièrement complexe. Et avec l'adoption de la Constitution de 1996, la mise en place du Sénat, des régions, de la Cour constitutionnelle, même si leur efficacité est à discuter, s'inscrivent dans une stratégie de continuité qui est particulièrement maîtrisée par le président Paul Biya. Il faut noter qu'à l'échelle de l'Afrique centrale, où les régimes chutent souvent de manière particulièrement violente, ce capital de stabilité
au sommet institutionnel fait de Paul Biya un argument électoral particulièrement puissant. Donc l'une des plus grandes forces de Paul Biya, c'est sa longévité au pouvoir qui lui confère une expérience qu'aucun autre candidat ne peut se prévaloir d'avoir à ce jour. Paul Biya ne se contente pas d'être candidat parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il est à la tête d'un dispositif qui organise les élections. C'est ça qui est particulièrement important à noter. C'est une force remarquable. Ça veut dire qu'on a un candidat qui nomme les membres de l'ECAM. C'est lui qui valide les magistrats. C'est lui qui incarne l'autorité suprême de l'armée. Et ce n'est pas terminé, c'est aussi lui qui détient l'ensemble des leviers institutionnels du pays. Ça veut dire que tous les leviers institutionnels sont commandés par le président Paul Biya, parlant du gouvernement, du parlement, de l'administration territoriale, des forces de sécurité. Et surtout, il bénéficie d'une fidélité quasi totale des hauts cadres de l'État. Et on a pu le voir durant les débuts de la campagne. C'est vrai que la campagne officielle va commencer dans très peu de temps. Mais il faut présenter aussi et préciser le fait que les institutions supposées indépendantes sont perçues, à tort ou à raison, comme étant sous son influence. La preuve, on a vu plusieurs ministres le défendre de manière particulièrement importante. Et en termes de rapport de force, il part avec plusieurs longueurs d'avance sur ses concurrents. Ça, c'est aussi une force remarquable du président Paul Biya. Une autre force importante du président Paul Biya, c'est le fait qu'après 4 décennies au sommet de l'État, Paul Biya dispose d'un accès privilégié aux ressources financières. Déjà en tant que président, lorsque tu es président pendant 40 ans, même si on prend seulement ton salaire, sachant que tu ne payes pas l'eau, la lumière, le loyer et tout ça, ça fait quand même des ressources assez importantes. Mais au-delà de ça, on a des ressources financières importantes, logistiques, humaines, et tout cela nécessaire pour mener une campagne nationale. Paul Biya en a largement les moyens. Il faut noter qu'il a construit un écosystème économique très puissant. Certains plus grands milliardaires du Cameroun ont prospéré sous sa protection. On peut en citer plusieurs. Pratiquement tous ceux qu'on cite en général dans les classements Forbes sont devenus milliardaires grâce à un soutien du régime Paul Biya. Donc c'est un soutien qui est très important en termes d'influence et de soutien au régime. Ce qui fait donc en sorte qu'il a un réseau très solidement enraciné dans toutes les régions. Ce qui permet au RDPC de mobiliser assez facilement, que ce soit les chefs traditionnels, dont plusieurs sont parfois membres du parti ou alors conseillers municipaux. Forcément, on a aussi des élites locales qui soutiennent le parti RDPC. On a les agents de l'État. Ce qui fait donc en sorte que le candidat Paul Biya a un maillage territorial que très peu de candidats peuvent espérer concurrencer. J'ai même envie de dire qu'il est le seul candidat ayant un maillage territorial aussi important. Donc ça, c'est l'une des forces particulières de Paul Biya. Une autre force du candidat Paul Biya, c'est le fait que son parti RDPC est implanté dans les 10 régions et les 58 départements du pays. C'est un héritier du parti unique UNC. Il a été pensé pour quadriller le territoire et entretenir une proximité stratégique avec les populations rurales, souvent décisives dans les scrutins. Et c'est une force qui est très importante parce que parfois certains partis ne sont pas très implantés sur le terrain. Pourtant, le RDPC dispose d'une armée carrément, c'est-à-dire de délégués, de responsables de cellules, de militants, d'anciens et nouveaux, de personnes prêtes à relayer le message dans les plus fins recoins de la République. Et en 2018, malgré la contestation, il a obtenu 71,3% des voix face à une opposition qui est particulièrement divisée. Et en 2025, la dynamique pourrait être similaire lorsqu'on observe ce qui est en train de se passer actuellement. Une autre force peut-être insidieuse du président Paul Biya, c'est sa stature sur le plan diplomatique et son capital international, parce que ce qu'il faut noter, c'est que sur le plan de la scène internationale, Paul Biya est perçu comme un acteur de stabilité régionale. Comme je le disais, le Cameroun n'a connu aucun coup d'État réussi depuis qu'il est au pouvoir. Il a su ménager à la fois les puissances occidentales, notamment la France, les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs nouveaux partenaires émergents comme la Chine, la Russie, la Turquie, le Maroc.
Et grâce à lui, il faut noter que le Cameroun a obtenu en 2002 le règlement pacifique d'un conflit particulièrement historique, frontalier avec le Nigeria, sur la presqu'île de Bakassi. C'est un fait diplomatique qui est très rare dans le monde. Et le président Paul Biya a réussi cet exploit de faire en sorte que cette presqu'île revienne au Cameroun sans une guerre avec le Nigeria. Il faut aussi noter la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord lui a valu le soutien militaire de plusieurs pays à l'extérieur, comme le Tchad par exemple. Et cette reconnaissance donne forcément à sa parole un poids qui est très puissant au niveau des institutions internationales. Ça renforce naturellement sa légitimité externe et surtout celle de sa candidature. On doit s'imaginer forcément que plusieurs présidents de la sous-région doivent forcément soutenir la candidature du président Paul Biya. Sur le plan des infrastructures, de manière macroéconomique, on peut citer quelques faits majeurs quand même sous son règne. En matière d'infrastructures, les dernières années ont vu sortir de terre plusieurs projets phares. Je peux citer par exemple le barrage de Natigal qui promet une capacité de 420 MW. On peut citer la zone industrielle, notamment de Kribi avec le port en eau profonde, avec des axes routiers qui ont été modernisés, avec une électrification qui est progressive du pays. Même si tout n'est pas achevé, il y a des chantiers quand même assez importants qui servent de symboles concrets que le renouveau a promis de manière concrète. Maintenant, sur le plan macroéconomique, je vais quand même donner quelques indicateurs qu'il faudrait pouvoir connaître et mettre à l'actif du renouveau. On va citer par exemple la croissance. 3,5% en 2024, une inflation qui est en baisse, une amélioration du climat des affaires, bien que ce soit modeste, une perspective plutôt stable selon des chiffres de la Banque mondiale. Et je ne pourrais pas citer les forces du président Paul Biya sans citer une force qui est tout aussi importante, c'est l'agilité politique. Parce que il faut noter le fait que le président Paul Biya reste avant tout un fin tacticien. Vous devez vous imaginer, il ne reste pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Il a su, durant son magistère, coopter ses rivaux, comme Bello Bouba, qui aujourd'hui est candidat aussi contre lui, mais qui longtemps a été ministre d'État sous ses ordres. Il a réussi pendant de nombreuses années à diviser l'opposition à chaque échéance électorale. Et cela a permis de fragiliser l'opposition et gérer le pouvoir dans une forme d'ombre assumée. Ça, c'est un actif qu'on peut mettre dans ses forces aussi. Il a un silence qui est particulièrement stratégique, des absences calculées, des sorties qui sont très rares, toujours très soigneusement mises en scène. Parfois même, il a eu à se faire passer pour quelqu'un qui est mort et ensuite il a réapparu. Ça s'est produit plusieurs fois. On le qualifie parfois d'un président qui dirige à distance, qui est parfois éloigné, mais qui contrôle tous les dossiers. Donc, Paul Biya, c'est un candidat hors norme. Il ne joue pas la campagne sur les mêmes règles que les autres. Il incarne à lui l'incarnation totale. Et vous allez m'excuser pour la tautologie, le système. Donc, il incarne le système. Il est aux commandes des structures. Il dispose des ressources quasi illimitées. Il tient un réseau particulièrement puissant. Il maîtrise le temps politique. Et pour ses partisans, c'est une force tranquille, particulièrement redoutable. Pour ses adversaires, c'est une forteresse à abattre, naturellement. C'est l'homme à abattre. Mais une chose est certaine, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Ça, ce sont des forces avérées, redoutables, à l'actif du candidat Paul Biya. Maintenant, nous allons présenter quelques faiblesses de ce candidat. Et c'est à ce niveau peut-être que les opposants peuvent s'appuyer pour pouvoir le déstabiliser, ou les proposants, parce que ça dépend du cadre lexical qu'on va utiliser. Donc je vais présenter quelques faiblesses du candidat Paul Biya, afin qu'on puisse aussi analyser ce qui n'a pas marché de manière optimale durant son magistère. S'il y a un point que même les adversaires du président Paul Biya reconnaissent,
c'est son expérience. Mais à ce niveau de pouvoir, l'expérience peut devenir un poids aussi. Un héritage difficile à porter. Et c'est derrière les décors d'une présidence de 43 ans que des fissures peuvent commencer à apparaître. Certaines sont anciennes, d'autres sont plus récentes. Et je vais essayer de présenter ici quelques faiblesses du candidat Paul Biya, juste après avoir présenté ses forces antérieurement. La première faiblesse pour moi, c'est l'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir entraîne forcément un problème particulièrement important parce qu'il faut noter que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Cela signifie qu'en 2025, plus de 70% d'électeurs n'ont jamais connu d'autres présidents. Et la promesse du renouveau lancée dans les années 80 s'est muée en immobilisme structurel. Du coup, cela entraîne donc une sorte de... Comment on va appeler ça? Parce qu'en 2008, par exemple, il y a eu la suppression de la limitation des mandats, ce qui a renforcé l'idée d'une présidence perpétuelle. Et aucun successeur n'a été désigné, du moins jusqu'à ce jour. Donc, on ne note pas une certaine transition qui est en train de se préparer de manière méticuleuse. Même au sein du RDPC, certains cadres redoutent un départ brutal sans plan de succession clair. Il y a même des fissures qui se produisent progressivement à l'intérieur du parti. Et l'État donne donc l'image d'un système qui est figé, qui est sans horizon, qui est suspendu à la biologie d'un seul homme. Donc ça, c'est pour moi la principale faiblesse du candidat Paul Biya. Une autre faiblesse, forcément, c'est son absence sur le terrain qui peut être liée à son âge aussi. Parce qu'il faut noter qu'à 92 ans, le président Paul Biya détient un record mondial en termes de longévité au pouvoir. Ça, c'est quelque chose de particulièrement exceptionnel. Mais c'est un record qui inquiète aussi parce que ses apparitions publiques se font rares, les discours sont espacés. C'est vrai que c'est un candidat qui cultive en général le silence. Mais ses déplacements sont souvent délégués à ses ministres, à son directeur de cabinet ou alors son secrétaire général. Et du coup, ça crée un problème au niveau de l'opinion qui, en 2012 par exemple, s'est marqué par 42 jours de silence où l'absence avait suscité parfois un malaise sur le plan national et même international. Et aujourd'hui, certains s'interrogent même, est-ce que c'est le président qui gouverne réellement? Est-ce qu'il est encore actif? Ou alors c'est juste un symbole du régime? Ce sont des questions qui se posent. En face, l'opposition affiche des visages qui sont plus jeunes, des candidats qui sont sur le terrain. Et cela contraste forcément avec le candidat Paul Biya, ce qui fait donc peser dans l'opinion publique un sentiment selon lequel le candidat Paul Biya n'est pas présent sur le terrain, n'est pas visible, ce qui représente une autre faiblesse assez importante de ce candidat. Une autre faiblesse du candidat Paul Biya, c'est forcément sur le plan purement économique, parce que le Cameroun, c'est un pays qui est particulièrement riche en ressources matérielles, riche en matières premières, le pétrole, le bois, le cacao, les minéraux, mais le quotidien de la majorité des Camerounais ne reflète pas particulièrement ces richesses, parce qu'en 2023, par exemple, on notait que 42% des Camerounais vivaient sous le seuil de la pauvreté nationale. L'extrême pauvreté touche pratiquement 23% de la population avec un chômage qui touche massivement les jeunes. Et des réformes promises comme la décentralisation, l'amélioration de l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, parfois peine à sortir du tiroir. Il y a des projets dans ce sens, mais la grande majorité n'en bénéficie pas encore de manière importante. Et dans de nombreuses régions, on note encore des coupures importantes de courant, y compris dans la capitale Yaoundé, des villes comme Douala, des routes qui sont impraticables, l'insécurité alimentaire, l'exode rural qui rythme la vie, l'autoroute entre les deux principales villes Yaoundé et Douala qui, à ce jour, n'est toujours pas opérationnelle.
Un autre point faible majeur, c'est la corruption qui s'est enracinée pratiquement partout, une bureaucratie qui est lourde, qui est inefficace. Et depuis les années 90, le Cameroun figure parmi les pays les plus corrompus au monde. C'est particulièrement dramatique parce que en 2024, par exemple, le Cameroun occupait la 140e place sur 180 pays selon Transparency International. C'est vrai que parfois ce sont des statistiques qui sont contestées, mais ce sont des faits. Et les scandales de détournement se succèdent avec la fameuse opération Épervier où plusieurs hauts cadres du parti, du gouvernement ont été mis en prison jusqu'à ce jour avec des condamnations assez marquantes. Et la gouvernance a donc été freinée par une administration paralysée, où chacun, voilà, attend le bon vouloir de la hiérarchie. Donc, c'est quelque chose de particulièrement clivant. Et les nominations se font souvent sur des critères qui sont politiques et qui ne sont pas nécessairement axés sur le caractère compétence. Et cette culture du client plutôt que du citoyen qui finit par créer un État qui est particulièrement lourd, lent, déconnecté des besoins réels des citoyens. Tout cela fait partie des faiblesses du candidat Paul Biya. Ce ne sont pas les seules faiblesses, il y en a d'autres. Selon moi, une autre grande faiblesse du président Paul Biya, du candidat Paul Biya, ce sont des conflits mal gérés et des fractures territoriales assez profondes. Parce qu'il y a deux crises majeures qui ont montré les limites du pouvoir en place. La première, c'est la crise anglophone depuis 2017, qui s'est transformée en un conflit armé. Aujourd'hui, les statistiques officielles parlent de plus de 6 000 morts, 500 000 déplacés, des zones entières totalement inaccessibles aux services publics et une élection 2025 qui est déjà compromise dans ces deux régions. C'est un énorme point faible, une faiblesse assez importante du candidat Paul Biya. On a la menace de Boko Haram dans l'extrême nord qui est toujours présente malgré les efforts militaires qui sont particulièrement à saluer. Mais c'est une menace qui continue de peser et de semer la peur, la terreur et l'instabilité dans cette région. Et ce qu'il faut noter, c'est le fait que le pouvoir central donne l'impression de gérer les crises par la force à chaque fois, malgré le succès éclatant des conflits comme ceux de Bakassi, et sans dialogue structuré et d'abandonner dans certaines régions aux militaires, aux seigneurs locaux. C'est aussi quelque chose qui, en termes d'image, ne rend pas forcément le Cameroun glorieux. Parce que, parlant d'image d'un Cameroun un et indivisible, ce slogan commence à s'effriter face à cette réalité qui devient assez particulièrement gênante pour le mandat du président Paul Biya. Maintenant, il faudra aussi parler des libertés. Ça veut dire que depuis des années, le Cameroun est réputé comme étant un pays d'atteinte aux libertés fondamentales, notamment dénoncées par plusieurs ONG. Bien sûr, ce sont des faits qu'on peut contester, mais il y a aussi des faits qui sont probants. L'un des premiers faits, par exemple, c'est le professeur Maurice Kamto qui, en 2018, a été emprisonné après avoir contesté les résultats des élections présidentielles. On peut citer, par exemple, les manifestations pacifiques qui sont régulièrement interdites. On peut citer des journalistes qui sont poursuivis, qui sont assassinés. Je ne pourrais ne pas citer ici le cas de Martinez Zogo. Et à chaque fois, le Conseil constitutionnel, qui créé seulement en 2018, est composé de membres qui sont nommés par le président. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément jeter le doute sur l'impartialité des élections, parce qu'au final, tout cela entraîne une abstention électorale record, parce qu'en 2018 seulement, nous étions à 46,7% d'abstention. C'est des gens qui ne partent pas voter, soit presque un électeur sur deux, qui ne croient plus au vote. Et ça, c'est quelque chose d'assez... C'est un désaveu en fait, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez grave de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne s'intéressent même plus au vote, alors qu'étant inscrits sur les listes électorales. Un autre point faible du candidat Paul Biya, ce sont des inégalités sur le plan purement social. Dans les régions du Nord, par exemple, et de l'Est, on a moins de 70% de la population qui a accès à l'eau. C'est quand même assez grave. Pareil pour l'électricité, pareil pour les infrastructures qui sont vétustes.
L'accès aux soins reste particulièrement limité. On a l'amélioration des indicateurs macroéconomiques qui restent invisibles sur le terrain, surtout dans des régions reculées. Et le développement est plutôt perçu comme concentré dans des grandes villes du sud, beaucoup plus. Ce qui alimente dans les régions un sentiment de, on va dire quoi, d'abandon. Ça veut dire pour beaucoup, le régime a construit des routes, mais pas d'égalité, pas d'équité entre les populations des différentes régions. Un autre point faible du régime, c'est ce que je pourrais appeler la dépendance aux matières premières. Et sur le plan purement industriel, une absence de vision stratégique. Je pourrais ici prendre pour exemple le fait que l'économie camerounaise reste très dépendante des matières premières, comme par exemple le pétrole, comme le bois, comme le cacao, comme le café. Et du coup, la volatilité des coûts expose le budget national à des fortes secousses parce que voilà, les matières premières, les prix ne sont pas fixés par nous-mêmes. Donc du coup, lorsque ça varie à l'extérieur, forcément notre budget se retrouve impacté. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale, par exemple, pointait déjà du doigt la dette publique du Cameroun qui est sans cesse croissante. On est à pratiquement 50% du produit intérieur brut qu'on abrège le PIB, avec un déficit budgétaire d'1,5% en 2024. Et si on doit citer des projets comme le pont en eau profonde de Kribi ou Nachigal, l'industrialisation reste quand même particulièrement embryonnaire au Cameroun. Et la valeur ajoutée locale est très faible. Le Made in Cameroun s'exporte très peu. On a un pays qui reste exportateur de matières premières et pas de produits finis. Avec les APE encore qui ont aggravé le déficit de la balance commerciale du Cameroun. Donc tous ces éléments constituent aussi des faiblesses du candidat Paul Biya. Mais ce n'est pas tout, parce que même en interne, au RDPC, il y a des fractures. Même au sein du parti au pouvoir, on retrouve déjà des fissures qui commencent à se présenter. Je peux citer par exemple des figures historiques comme Bello Bouba Maïgari, Issa Tiroma, qui sont désormais contre Paul Biya. Maintenant, certains pourraient dire que c'est une stratégie pour faire aussi en sorte que l'opposition soit dispersée. C'est possible, mais ça montre quand même des fissures. On a d'autres cadres du parti qui commencent à contester la direction du parti. On a d'ailleurs un conseiller municipal qui est même allé jusqu'à poursuivre le RDPC en justice pour non-tenue du congrès. Ça montre quand même déjà qu'il y a des fissures en interne. On a un candidat, du moins un membre du RDPC qui a déposé aussi son dossier pour être le candidat du RDPC. Donc cette distension interne fragilise forcément l'appareil politique et laisse entrevoir des failles que l'opposition pourrait exploiter. Donc ça, c'est aussi des faiblesses que je peux relever. L'usure du pouvoir n'est plus un simple thème de campagne. Elle est visible, elle est palpable, elle est mesurable. Elle s'exprime dans la pauvreté persistante, l'abstention record, les régions qui sont abandonnées, des élites qui commencent à prendre leur distance. Et si Paul Biya a été l'homme d'un régime stable, il est aujourd'hui l'incarnation d'un système qui peine à se réinventer. Il faut quand même avoir le courage de le préciser. Et dans une élection présidentielle aussi cruciale, cette fragilité pourrait bien être un facteur décisif. Donc, ainsi présenter les faiblesses du candidat Paul Biya après avoir présenté ses forces. Donc, après la présentation des forces et des faiblesses, je vais maintenant passer à la présentation de quelques menaces avant de présenter les opportunités que le parti RDPC pourrait utiliser pour pouvoir se démarquer. En termes de menaces, il faut préciser que Paul Biya entre dans cette présidentielle fort d'un système qu'il maîtrise depuis 43 ans. Mais le décor est instable. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais sous ses pieds, les plaques tectoniques commencent à bouger, comme nos enseignants de géographie le disaient souvent. Parce que j'ai pu identifier 5 principales grandes menaces. Certaines sont visibles, d'autres sont discrètes et qui pourraient donc fragiliser, voire vaciller la candidature du président Paul Biya. Donc, je vais présenter pour moi ce que je considère comme étant les principales menaces de ce candidat. La première menace, c'est l'insécurité. Ça, c'est la première menace. Lorsqu'on parle de Cameroun aujourd'hui, forcément, l'insécurité qui complique un peu le scrutin parce que de manière immédiate, c'est celle des armes. C'est la première menace à laquelle
le pays est confronté. Parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il existe des groupes séparatistes qui affirment déjà qu'aucune élection ne se tiendra sur leur terre. Ils considèrent le scrutin comme illégitime et il faut noter déjà qu'en 2018, plusieurs bureaux de vote n'avaient pas ouvert dans ces différentes régions. Et en 2025, le scénario pourrait peut-être être encore pire. Par exemple, dans l'extrême nord, Boko Haram et ses factions ont eu à tuer plusieurs civils en 6 mois. Et les régions de l'Est et du centre font aussi face à une montée de violence particulièrement criminelle. À cela s'ajoute l'épuisement des forces de sécurité qui sont sollicitées sur plusieurs fronts en même temps. En termes de budget, ça représente assez. Et forcément, moins de sécurité, c'est plus de fraude possible. C'est moins de participation, c'est plus de doutes sur la légitimité des résultats. Donc ça, c'est un aspect très important en ce qui concerne les menaces. Si je prends un exemple d'une ville comme Yaoundé, on a une tension qui est particulièrement palpable parce qu'avec l'exclusion de certaines figures marquantes de l'opposition, on redoute des insurrections, on redoute le fait que cette indignation puisse pousser certaines personnes à sortir dans la rue. D'ailleurs, des organismes comme l'ONU ont déjà mis en garde contre des potentielles flambées de violence dans la capitale. Autre aspect important, c'est le fait que la répression musclée pourrait suffire à déclencher un engrenage insurrectionnel dans un contexte où la parole politique est de plus en plus décrédibilisée. On voit par exemple des prises de parole du ministre de l'administration territoriale ou encore des prises de parole de certains membres du gouvernement qui peuvent, dans un certain contexte, augmenter les tensions internes. Il faut aussi noter que le régime se fissure progressivement de l'intérieur parce que pour moi, l'une des menaces aussi, c'est le fait que le candidat Biya aujourd'hui ne vient plus seulement... Voilà, les menaces ne viennent plus seulement de l'extérieur, elles viennent aussi de l'intérieur. Et si je note par exemple en juin 2025, je l'ai déjà cité antérieurement, on a 2 anciens fidèles, notamment Issa Tiroma, Bello Bouba, qui ont pris la parole et qui se sont portés candidats contre lui. Tous 2 issus du Grand Nord, qui représentent quand même un bastion électoral particulièrement important pour le RDPC. Et cette fronde venant de l'intérieur du pouvoir n'est pas anodine parce que cela relève d'un certain malaise. Je l'ai cité aussi antérieurement avec un candidat toujours du RDPC qui estimait que le candidat Paul Biya est plus légitime. Donc, cela relève d'un malaise qui est assez profond, d'un système qui est vieillissant, qui est incapable de se renouveler. Et la question de la succession plane, voilà, ça plane dans tout le pays. Il y a des rumeurs qui évoquent des passages en force, il y a des rumeurs qui mettent en avant certains noms de manière légitime ou non, mais forcément, n'ayant pas une vision claire de comment les choses sont en train de se présenter, chacun peut créer ses scénarios, cela crispe l'atmosphère sur le plan politique. Et voilà, il n'y a aucun cadre légal clair et défini qui permet de savoir ce qui va se passer. Parce que si le président était empêché pour des raisons de santé, le pays pourrait peut-être basculer dans une crise institutionnelle majeure sans boussole ni consensus de comment est-ce que les choses doivent se produire. Donc, ça, ce sont des menaces qui sont réelles, qu'il faudrait pouvoir prendre en considération et sur lesquelles le régime devrait pouvoir anticiper. Une autre menace du candidat Paul Biya, c'est forcément l'union de l'opposition, parce que jusqu'ici, la division de l'opposition a toujours été l'assurance vie du pouvoir. Il faut avoir le courage de le dire. Le scrutin présidentiel se joue à un seul tour. Donc, pas besoin d'être majoritaire, il suffit d'être devant pour gagner. Mais si les principales forces anti-Biya s'accordaient sur un candidat unique, la dynamique pourrait changer radicalement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un front commun autour d'un profil rassembleur pourrait provoquer un raz-de-marée électoral très difficile à contenir, même avec l'appareil d'État. Donc ça, c'est une menace particulièrement importante.
Et même sans union formelle, le spectre de la contestation post-électorale plane déjà. Parce qu'il faut noter qu'en 2018, par exemple, des manifestations avaient éclaté et certains leaders avaient refusé de reconnaître les résultats. Du coup, en 2025, un nouveau mandat de Paul Biya sera forcément perçu par beaucoup comme le mandat de trop. Et voilà, l'une des menaces pourrait être le fait d'enflammer les rues, le fait que des mouvements citoyens pourraient se former et être dans une menace particulièrement importante pour le parti au pouvoir. Parce que cela s'est déjà produit par le passé. Peut-être cela n'a pas abouti à des résultats particulièrement concrets, mais c'est une menace qui est assez importante qu'il faudrait pouvoir prendre en considération. Comme autre menace que je note aussi, c'est forcément sur le plan international, le Cameroun a une image qui s'est beaucoup érodée, il faut le dire. Pendant plusieurs années, le régime Biya a bénéficié d'un certain silence diplomatique en échange d'une stabilité régionale. Maintenant, le climat a beaucoup changé. Beaucoup d'investisseurs, par exemple, hésitent à s'investir au Cameroun. Le climat les a fait particulièrement tendus. On a des critiques de l'Union européenne, du Parlement français ou encore même du département d'État américain. Voilà, qui se sont un peu endurcis ces derniers temps. Ça représente des menaces assez importantes parce que ces organismes pointent du doigt, par exemple, la gestion de la crise anglophone, les atteintes aux droits humains, le recul de la démocratie. Et voilà, ce qui forcément crée de nouvelles menaces pour le Cameroun qui risque de se voir criblé par des sanctions qui proviennent de ces pays-là, par des suspensions d'aide, par des restrictions de visa. On l'a vu par exemple dernièrement avec certains pays, parfois même des isolements sur le plan diplomatique. En Afrique aussi, il y a des choses qui évoluent. Des transitions politiques se multiplient dans plusieurs pays. On peut citer le Burkina Faso, on peut citer le Niger, on peut citer l'AES de manière globale, on peut citer même le Gabon qui est juste à côté. Et l'Union africaine et même la CEMAC, autrefois silencieuse, voient d'un très mauvais œil l'idée d'une présidence à vie. Ça aussi, il faut le noter. Plusieurs communications officielles ont déjà été faites à ce niveau. Et un incident comme une répression sanglante, une arrestation symbolique pourrait faire en sorte que les alliances extérieures basculent peut-être contre le régime. Donc ça, c'est une menace qui pèse sur le régime RDPC qu'il faudrait aussi pouvoir prendre en considération. Pour moi, une autre menace, c'est aussi le fait que nous avons une économie qui est très exposée. On a une société qui est sous tension parce que la fragilité économique du Cameroun, bien que sourde, mais elle est particulièrement profonde. Nous avons une dette publique qui approche les 50% du PIB. C'est vrai qu'on va dire que comparaison à d'autres pays, ça ne représente pas grand-chose, mais on a un déficit quand même budgétaire qui est en hausse et une croissance qui reste particulièrement molle parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'une chute des coûts du cacao, par exemple, ou du pétrole, qui sont des piliers de l'économie, suffirait à déstabiliser totalement les finances publiques. Donc, nous sommes très dépendants de ces matières premières. On a un tissu industriel qui est particulièrement faible. Et si l'État est contraint de réduire ses subventions, en particulier sur le carburant, sur les produits de base, sur les produits de première nécessité, cela peut créer des émeutes sociales assez importantes. Ce sont des menaces qui ne sont pas exclues parce qu'il faut se souvenir qu'en 2008, ajouter à cela les effets du changement climatique, les inondations, la sécheresse, la crise agricole, voilà, tout cela peut être un cocktail très explosif parce qu'en 2008, on l'a vu. Donc, ce sont des éléments sur lesquels il faudrait pouvoir anticiper. En 2024, on a eu plus de 450 000 personnes qui ont été touchées par des inondations, près de 2 millions de déplacés qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles et ce sont donc des menaces qui pèsent sur le mandat du candidat Paul Biya.
Maintenant, nous allons passer aux opportunités du candidat Paul Biya, parce qu'il faut préciser que si la campagne 2025 s'annonce tendue, elle n'est pas perdue d'avance pour le président sortant, comme je l'ai présenté dans ses forces. Et au contraire, il y a plusieurs fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent à lui, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique et même sur le plan géostratégique. Donc ici, je vais présenter quelques opportunités assez décisives du candidat Paul Biya et de son régime RDPC de manière globale qui pourront être utilisées pour pouvoir renforcer sa candidature et la rendre carrément imbattable. Donc la première est forcément sur le plan économique parce qu'en 2024, on a vu les prix du cacao et du coton bondir sur le marché mondial. Et cela a forcément des conséquences sur le Cameroun parce que cela peut permettre de générer des recettes assez importantes pour le Cameroun. À cela s'ajoutent les prévisions optimistes de la Banque mondiale qui, voilà, pour le Cameroun, donne une croissance économique de 3,9% entre 2025 et 2028. Et cela forcément signifie que le gouvernement va disposer d'une marge budgétaire assez importante, bien qu'on peut noter la corruption, les détournements de fonds, mais de toutes les manières, si cet argent est utilisé à bon escient, cela peut permettre de financer des projets sociaux, de financer des infrastructures assez importantes, de subventionner de manière stratégique. Et du coup, le président Paul Biya pourrait donc reprendre la main sur les questions du quotidien et voilà, et parler à son électorat de la manière la plus pertinente possible. Donc ça, c'est une première opportunité sur le plan purement économique qui n'est pas négligeable. La deuxième opportunité que je vois directement, ce sont des projets sur le plan énergétique, parce qu'il faut noter quand même qu'au Cameroun, on a d'énormes problèmes énergétiques. Donc, une entrée en service, par exemple, du barrage de Nachtigal, avec ses capacités et surtout, c'est plus qu'un simple chantier finalisé, parce que ça représente 30% de la capacité énergétique supplémentaire pour le Cameroun. Donc, une finalisation d'un chantier comme celui-là et son utilisation optimale peut être une opportunité très importante parce qu'avec plus d'électricité, on peut penser à une industrialisation qui peut repartir, qui peut être plus efficace. Dans les zones portuaires comme Kribi, déjà peuplées de plus de 40 entreprises industrielles, et ça ne fait que croître de plus en plus. Cela pourrait entraîner des promesses d'emploi plus importantes, un développement un peu plus concret. Donc du coup, le Cameroun pourrait enfin amorcer un décollage industriel palpable, concret, qui pourrait donc donner du crédit à ce régime. Le Cameroun aussi a un avantage particulier, c'est le fait que, voilà, en s'intégrant à la zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle la ZLECAf, cela représente un atout quand même majeur pour le candidat Biya, parce que cela pourrait être présenté comme un aboutissement de sa vision sur le long terme. Donc ça, c'est une autre opportunité que le candidat Biya pourrait saisir. En plus de cette opportunité, on a forcément l'opportunité sur le plan purement démographique, parce que il faut noter qu'en 2025, le Cameroun, de manière officielle, comptera environ 29 millions d'habitants. Mais moi, je reste persuadé que c'est beaucoup plus que ça. Mais sur ces habitants, on a une majorité de jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc, cette jeunesse, souvent perçue comme un défi en matière d'emploi, peut aussi être une chance unique. C'est une opportunité aussi que le candidat Biya pourrait utiliser. Parce que si la politique développée par lui permet d'intensifier les politiques de formation professionnelle, de stage, d'insertion, de bourse technique, ou même de projets d'auto-emploi, d'accompagnement sur le plan purement entrepreneurial, le pouvoir pourrait ainsi, voilà, je veux dire, canaliser cette force vive en électorat mobilisé avec des projets assez marquants dans ce segment-là. Donc, je pense que c'est une opportunité qui repose sur un pari assez important, celle d'investir sur la jeunesse, voilà, plutôt que de la redouter et de penser que la jeunesse est forcément une menace alors qu'elle pourrait constituer une opportunité particulièrement importante. Une autre opportunité aussi que le candidat Paul Biya pourrait saisir, c'est la crise anglophone, parce qu'elle a laissé des traces au Cameroun
Mais si le président Biya parvient à relancer un dialogue crédible avec des interlocuteurs crédibles, à poser des actes forts, cela pourrait être un élément qui est assez important en termes d'opportunité. Parce que, voilà, c'est une fissure assez importante dans le pays. On a aussi la décentralisation. Si elle est accentuée de manière très importante, cela pourrait permettre d'améliorer l'image perçue que les gens ont du candidat Paul Biya. Et surtout, voilà, améliorer aussi son image à l'international parce qu'elle apparaît un peu comme un vieil autoritaire, mais on pourrait changer cette image-là et il y a une opportunité derrière qui pourrait faire en sorte qu'il soit présenté comme un faiseur de paix, comme quelqu'un qui, voilà, qui est un gage de paix et qui sait amorcer des négociations importantes pour pouvoir préserver l'intégrité de son pays. Sur le plan économique toujours, moi je pense que l'une des opportunités, c'est le fait que le Cameroun reste un acteur stratégique, par exemple en Afrique centrale. Donc en coopérant avec des institutions comme l'ONU, comme l'Union africaine, comme la CEMAC, le Cameroun pourrait bénéficier de financements assez importants sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, avec aussi l'intégration des forces africaines, notamment dans des luttes importantes. Ça pourrait constituer des opportunités très importantes pour le régime, comme par exemple la lutte contre Boko Haram, qui est un exemple marquant, comme le fait de déléguer une partie du fardeau sécuritaire en consolidant les alliances régionales. C'est un aspect qui est non négligeable, qui peut jouer positivement sur le candidat Paul Biya. Et c'est une carte diplomatique qui peut peser dans la balance afin de faire face à d'éventuelles critiques occidentales. Donc pour moi, ça aussi, c'est une opportunité que pourrait saisir le candidat Paul Biya. Une autre opportunité majeure que pourrait saisir le candidat Paul Biya, c'est la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora représente une fronte importante de ce régime. Et des actes forts posés vis-à-vis de la diaspora pourraient permettre de changer l'image que le candidat Paul Biya a actuellement. On pourrait parler des sujets comme la double nationalité, comme l'accompagnement des Camerounais de la diaspora à pouvoir facilement investir au Cameroun, comme le fait de ne plus les diaboliser, comme le fait de pouvoir accompagner les Camerounais de la diaspora qui se démarquent à l'étranger et de leur montrer qu'ils sont soutenus par le régime. En fait, la diaspora représente quand même un aspect stratégique très important que le Cameroun a et qu'il n'exploite pas de manière efficace. Donc, des actes forts vis-à-vis de la diaspora pourraient représenter des opportunités particulièrement importantes pour le candidat Paul Biya. Pas facile de présenter un candidat comme Paul Biya aussi facilement. Donc, pour moi, j'estime que le candidat Paul Biya incarne aujourd'hui l'une des plus longue présidence contemporaine. Depuis 1982, il a construit un régime qui a garanti au Cameroun une stabilité relative, évité des conflits ouverts, a permis de réaliser de grands projets structurants. On pourrait citer certains barrages, certains ponts, certaines autoroutes, le pont en eau profonde, certaines interconnexions entre plusieurs pays et même des progrès sur le plan purement électrique. Autant de chantiers destinés à diversifier l'économie et à intégrer dans le Cameroun dans la dynamique régionale. Et il faut aussi noter que certains indicateurs, notamment macroéconomiques, affichent d'ailleurs une légère amélioration parce que si je dois citer par exemple la croissance de 3,5% en 2024, une inflation en recul, des projections plutôt optimistes de la Banque mondiale. C'est vrai que lorsqu'on doit comparer avec des pays similaires, certains font des taux de croissance à 2 chiffres, mais c'est déjà pas mal. Sur le plan diplomatique, le président a su négocier avec prudence, comme en témoigne voilà, le règlement pacifique du différend avec le Nigeria concernant la presqu'île de Bakassi. Et ce qu'il faut noter, c'est que cela représente une rare réussite en matière de gestion frontalière sur le plan mondial. Parce que sur le plan mondial, très peu de pays ont réussi une prouesse de ce type-là. Donc, la stabilité maintenant, elle a un coût. Et ça, il faut le savoir. Elle a un coût qui est assez important. Donc, moi, j'estime qu'elle repose sur un pouvoir qui est extrêmement centralisé.
sur un système qui est verrouillé, avec une répression assumée de l'opposition qui est très importante. Elle s'accompagne aussi d'un clientélisme qui est institutionnalisé, d'une forme d'abstention électorale qui est très grande, qui témoigne quand même du fait que les citoyens ne s'intéressent plus à la chose électorale. Et voilà, on a aussi un affaiblissement progressif de la légitimité démocratique du régime en place. Maintenant, sur le terrain, le tableau est assez contrasté, il faut le dire, parce que voilà, on a une triple crise sécuritaire, la crise anglophone, la crise avec Boko Haram, on a le grand banditisme qui ne fait que se développer de manière très importante, on a une pauvreté persistante avec près de 23% de la population qui est toujours sous le seuil de pauvreté. Et voilà, forcément, avec un endettement qui devient assez préoccupant. Je disais tout à l'heure, la dette publique, on est autour de 50% du PIB. À cela viennent s'ajouter des tensions internes au sein même du RDPC, une absence d'un plan clair, précis concernant la succession et forcément l'âge du président qui est un aspect important qu'il faudrait pouvoir relever. Donc ça, ce sont des éléments aussi que je peux noter. Autre aspect que je peux noter, c'est le fait que pour cette élection de 2025, Paul Biya part avec des cartes en main qui sont quand même assez importantes et qui sont à son avantage, il faut le dire. On a déjà une opposition qui est très divisée, qui est affaiblie aussi par l'exclusion de certaines figures majeures. On a des projets d'envergure à valoriser, qui représentent aussi un élément important. Et surtout, on a une rhétorique de stabilité qui tourne toujours et qui est efficace dans un contexte régional qui est particulièrement tendu. Donc ça, c'est un autre aspect à prendre en compte. Mais pour moi, j'estime que son véritable défi est ailleurs. Pourquoi je dis qu'il est ailleurs? C'est parce qu'il prend en compte d'autres aspects. Par exemple, il devra convaincre une jeunesse de plus en plus impatiente, connectée sur les réseaux sociaux, sur Internet, lucide, intelligente et qui ne peut plus se contenter de discours sur la paix ou sur le passé. Donc, ce sera un défi qui est assez important et pour ça, j'estime qu'il y a 3 conditions qui vont être déterminantes et qu'il faudra forcément prendre en compte. La première condition, c'est une ouverture d'un dialogue un peu plus sincère qui va forcément prendre en compte les régions en crise et qui doivent, ces mesures-là, aller au-delà d'un dialogue avec des actions très très fortes. Il faudrait une amélioration tangible au niveau des services publics, par exemple, pour que les promesses se transforment en des expériences vécues qui soient palpables par le citoyen lambda. Il faut aussi une lutte crédible, un peu plus importante contre la corruption pour que ce ne soit pas juste perçu comme des luttes politiques et que cela puisse restaurer la confiance. Bien sûr, c'est un chantier qui peut prendre du temps, mais des actions fortes pourraient être d'un bon plus. Maintenant, au terme de 4 décennies de pouvoir, forcément l'équation du candidat Biya est beaucoup plus complexe que jamais parce qu'il bénéficie d'un appareil étatique assez rodé. Il maîtrise pratiquement tout l'agenda politique. Il jouit d'un solide réseau d'alliances et d'influences, même sur le plan international. Donc du coup, les vents contraires peuvent tout aussi être puissants parce que voilà, après autant d'années, on peut noter quand même une certaine fatigue du régime, une gouvernance qui peut être jugée obsolète en fonction de l'angle de vue. Et aussi le fait que, voilà, une demande de changement devenue particulièrement structurelle. Donc cette élection de 2025, selon moi, va au-delà d'un vote. Pour moi, ce sera un test historique de la maturité démocratique du Cameroun et le candidat Paul Biya, qu'on l'admire ou pas, qu'on le conteste ou pas, va demeurer pour cette élection un personnage central, ayant des forces redoutables, ayant un soutien institutionnel particulièrement puissant et pour le détrôner, il faudra faire beaucoup de choses. Donc, voilà ainsi présenté le premier candidat de cette chronique.
Dans le deuxième épisode, je vais présenter un deuxième candidat. L'exercice sera similaire. Il sera question de présenter le candidat, présenter ses forces, ses faiblesses, les menaces auxquelles il est confronté et quelques opportunités qu'il pourrait saisir. Et une fois que ce sera fait avec tous les candidats, on pourra rebondir de temps en temps sur l'actualité purement politique. J'espère que vous avez aimé ce numéro. Ça a été particulièrement intéressant. On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique de campagne.